mais la plupart des technologies que les gens concevaient comme science-fiction dans les années 50-60 sont des réalités aujourd'hui. Alors, Assam Koul, bonjour tout le monde. Je suis Lyoum, très très heureux d'avoir avec moi un invité Khalil Nkoul, exceptionnel qui va nous raconter des histoires exceptionnelles. Mchi Khalina Nahlmou, Nozrou, dans les étoiles, ou vers les étoiles. Mahdi El-Banna, euh, un enfant du pays. Mahdi Aslama. Bonjour ou bonsoir. Bonjour. Bonjour. Alors, Mahdi El-Banna, pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est qui Mahdi El-Banna et surtout qu'est-ce qu'il fait? Je suis natif de la ville de Nabeul. J'ai fait mes études en Tunisie, dans la plus grosse partie de mes études en Tunisie. Je suis un ingénieur électronicien de l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Mes études d'ingénieur, j'ai fait une thèse de doctorat, un master et une thèse de doctorat en sciences et technologies spatiales. Je suis planétologue de formation, donc je suis un astronome qui s'est spécialisé dans l'étude des planètes du système solaire, que ce soit les surfaces, l'atmosphère et l'espace interplanétaire. Après ma thèse de doctorat, j'ai rejoint le centre NASA Goddard à Washington, où j'ai passé plus de 20 ans. Je suis chercheur senior à Ottawa, je fais partie de beaucoup de projets et je fais un peu de l'ingénierie et de la recherche. Donc, là aussi, tu as dit, Mehdi, beaucoup de mots-clés. Mais avant de te poser cette question-là, le projet phare sur lequel tu travailles, maintenant, peut-être il y a une femme a une possibilité d'en parler, ou elle a des projets passés qui te tiennent vraiment à cœur. Pour les gens qui, planétologue, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un planétologue? Donc, c'est vraiment ça. C'est Mehdi, à la NASA, voilà, quel projet tu as porté dans ton cœur, ou tu es le plus fier d'avoir contribué à le faire? Wallah, il y a plusieurs. Bon, au bout de 20 ans de carrière, tu participes à beaucoup de projets. Il y a toujours le même fil conducteur qui en fait définit ma carrière. Je suis en même temps un ingénieur, donc je passe la moitié de mon temps à conduire des équipes qui fabriquent en fait du hardware, qui fabriquent le système spatial, voilà, l'instrument spatial, une planète, voilà, il va visiter une comète, voilà, il va faire des mesures sur la surface de la Lune. Où l'autre moitié de mon temps, j'utilise les données prises par ces instruments et d'autres instruments pour essayer de comprendre l'histoire du système solaire, l'environnement courant du système solaire, qu'est-ce qui nous dit sur l'état actuel de l'objet céleste ou elle sur son futur. Donc, j'ai commencé ma carrière en fait en tant que spécialiste des comètes. Donc, j'ai fait ma thèse en conjonction avec la mission Rosetta, c'était une mission ESA اللي فات عندها je pense presque une dizaine d'années. J'ai rejoint la NASA pour participer à une autre mission qui s'appelle Contour, qui n'a pas abouti en fait, la sonde a explosé en vol, mais j'ai transité vite fait vers de l'instrumentation. Donc je suis co-investigateur d'un instrument sur la sonde Curiosity, qui est maintenant sur la surface.
Après, j'ai conduit l'équipe qui a construit le spectromètre de masse de la sonde LADEE qui a orbité la Lune, le spectromètre de masse de la sonde MAVEN qui est maintenant en orbite autour de Mars. J'ai beaucoup de projets. Je fais un peu de sounding rockets, je suis le principal investigateur d'une fusée stratosphérique. Donc, je fais un peu de tout. Et au bout du compte, c'est un peu de la recherche, un peu de l'ingénierie, ce que j'aime le plus, en fait, c'est de marier les deux. Alors, Lena, c'est la question elle y est plus ou moins environnementale. Quand on parle environnemental, c'est plutôt tu as fait ta thèse, je sais, à Toulouse, c'est ça? À Toulouse, à Paul Sabatier. Oui, donc, tu as été à Toulouse, tu as été dans un environnement européen. Tu es parti à la NASA, dans un environnement américain, où je suis curieux dans cette discipline particulière, qui est la discipline de l'espace. Est-ce que FEM a une différence fondamentale de la vision des choses entre être en Europe et être à la NASA? Absolument. Surtout en recherche spatiale, la recherche spatiale en Europe et la recherche spatiale aux États-Unis ce sont deux mondes complètement différents. Rien que par le volume de budget. On a des deux programmes. Le budget américain est presque 20 fois le budget de tous les pays européens ensemble. Donc, on a plus de budget, on peut faire plus, on peut développer des nouvelles technologies plus rapidement que ce qui se fait en Europe, mais surtout l'esprit spatial, l'esprit de la recherche spatiale, l'exploration spatiale aux États-Unis est un esprit qui continue à être un pionnier. Il traîne l'histoire de Apollo, des pionniers en recherche spatiale des années 50-60. Il voit la recherche spatiale ou l'exploration spatiale comme presque une extension de la conquête du Far West. Pour eux, on va aller au bout de la conquête. Et donc, du point de vue public, le soutien public que le public donne à la NASA est vraiment différent du soutien que le citoyen européen moyen donne aux agences spatiales européennes. Un point de vue budget, un point de vue soutien moral. Alors, là aussi, je rebondis sur tous les mots-clés en fait, que tu dis. Donc, je rebondis sur le mot soutien. Je sais que les dernières années, il y a eu beaucoup à Hollywood, par exemple, il y a eu beaucoup de sorties de films qui sont liés à l'espace. Et je sais que, Matalan, Interstellar, il y a eu beaucoup, là aussi, une sorte de collaboration. La façon d'imager les trous noirs et comment traiter la lumière. Et on se rend compte, en fait, que ce qu'a été de la science-fiction il y a quelques années, il y a carrément quelques mois, maintenant, c'est du domaine de possible. D'abord, la relation qu'entretient la NASA avec le citoyen lambda ou avec l'américain lambda en termes d'image, en termes qui fait, c'est un organisme allié. Il peut réaliser des choses, donc le soutien existe le gouvernement ou le public, ou qui fait ce qui est de la science-fiction, ce qu'on traite aujourd'hui de science-fiction, comment il peut être traité comme réalité, comment il va être une réalité dans les années qui viennent. Cette avancée terrible technologique, enfin terrible dans le bon sens, technologique dans le domaine de l'espace. Est-ce que tu as vraiment... D'abord, dans la charte même de la NASA, il y a deux mandats que le gouvernement américain a donné à la NASA. Il y a Explore and Inspire. Non. Donc, leur charte, c'est Explore, donc faites de la recherche, faites de la technologie, mais Inspire.
c'est-à-dire on est mandaté en tant que chercheur à la NASA معناها باش on rend compte les résultats de recherche interne d'une manière vulgarisée aux taxpayers, aux دافع الضرائب, aux citoyens américains. Et ça se fait avec plusieurs manières. Ça se fait en faisant des collaborations sur des films. Quand ils ont fait, par exemple, The Martian, le Martien, il y a eu vraiment un très grand investissement de la NASA pour que le film soit le plus réaliste. C'est un film futuriste, mais le précepte du film lui-même est un film très, très réaliste. Les technologies sont des technologies réalistes. Ils ont ouvert les hangars au studio pour filmer. Mais Zeda, on est mandaté formellement de faire ce qu'ils appellent Education and Public Outreach, l'éducation et la vulgarisation par les budgets. Quand je formule un proposal, un projet pour financement, je dois inclure 3% de mon budget pour le Education Public Outreach. Si je ne mets pas les 3%, on périt. معناها يقول لك معناها مانيش compliant, معناها مانيش le projet sans le juger, les rejeter. C'est mandaté. معناها باش les chercheurs يمشيوا les écoles ولا يمشيوا يعملوا des présentations publiques. Ce que je fais avec toi maintenant, ça fait partie de mon travail. Ce n'est pas j'en rends compte dans mon rapport mensuel de ce que j'ai fait. Je dois rendre compte que j'ai fait telle participation qui اللي تتماشى مع la notion de inspire, l'inspiration que la NASA a mandatée. Ou le côté, la science-fiction d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Juste ton avis par rapport à ça. C'est facile de concevoir qu'il y a des films des années 50, des années 60. Je fais les films de science-fiction des années 50, des années 60, des trucs un peu que ce soit des films qui pas la guerre des étoiles, mais le Star Trek, par exemple. On regarde les technologies que Star Trek a montré dans les années 60. Ce sont des technologies qu'on a aujourd'hui. Dans la plupart, il y a une dimension encore de Beam Scotty, on n'a pas ça encore, mais la plupart des technologies que les gens concevaient comme science-fiction dans les années 50-60 sont des réalités aujourd'hui. C'est même des réalités banales. Par exemple, les combinaisons d'astronautes de Star Trek. Sont maintenant les combinaisons des astronautes NASA qui voyagent avec SpaceX. C'est pratiquement le même design. Donc, c'est facile de concevoir que la science-fiction d'aujourd'hui, c'est inévitablement la réalité de demain. La base de la science-fiction, il y a des principes physiques. Tu ne peux pas faire de la science. Pour faire de la science-fiction, il faut y avoir de la science. Absolument. Et la science, donc il y a un framework qui soit il est réel ou il est plausible. Yep. Donc du coup, je fais toujours des relations. Donc l'un de tes projets, la spectre de masse. Donc juste pour vulgariser la chose, pour les gens qui vont nous regarder. Une spectre de masse dans l'espace, c'est comment, ça se passe comment? Donc, pour simplifier la chose,
il faut voir une sonde spatiale comme une extension de soi. معناها انا لو كان معناها نجم نحط دي سولار بانلز على روحي ومعناها ونطلع في dans une fusée ونمشي en orbite autour de Mars. J'ai besoin pour comprendre l'environnement, j'ai besoin de caméras, j'ai besoin de yeux. Oui. C'est mes yeux. Donc la sonde, l'analogie, c'est les caméras, c'est les yeux d'une sonde. J'ai besoin d'entendre les oreilles. C'est généralement tout ce qui est plasma and fields instruments, tout ce qui est des instruments électromagnétiques. En fait, ils entendent des vibrations électromagnétiques. J'ai besoin d'un nez. Eh bien, le nez, c'est un spectromètre de masse. Un spectromètre de masse, c'est un instrument qui vraiment remplace un nez. Il permet à une sonde de déterminer la composition d'un échantillon, que ce soit un échantillon gazeux qui m'a une atmosphère ou un échantillon solide qui m'a un bout de caillou pris de la surface. Ça nous permet de comprendre sa composition par l'analyse de la masse moléculaire des atomes et molécules qui le composent. Ok, et donc tu vas me confirmer, on a pu poser ça quand j'ai dit nous, c'est-à-dire à la NASA, donc sur la Lune, sur Mars et sur des comètes. Les spectromètres de masse, non, plus que ça, les spectromètres de masse, il y a eu un spectromètre de masse qui a voyagé presque في كل mission اللي مشات لune planète. Donc, il y a eu un spectromètre de masse qui a déterminé la composition de l'atmosphère de Mercure sur Mariner, sur Messenger. Il y a eu des spectromètres de masse, plusieurs pour Vénus, les Venera probes, les Pioneer Venus entry probes. Mon labo, mon équipe, on est en train en fait de construire un nouveau spectromètre de masse qui va partir sur Vénus avec la sonde Da Vinci en 2029. Des spectromètres sur la Lune, il y a eu l'ACE dans les années 70 avec Apollo 17, mon instrument sur l'ADI. Sur Mars, il y en a eu SAM sur Amacel, c'est l'instrument j'ai participé à le construire sur la sonde Curiosity. C'est l'un de 3 ou 4 mass spectromètres de masse qui ont presque atterri sur la surface de la Lune, de Mars. Il y a MAVEN, mon instrument en orbite autour de Mars. Jupiter, Saturne, il y a eu 3 ou 4 spectros de masse. Et le dernier a survolé la Dwarf Planet Pluton sur New Horizons. Donc, il y a eu une vingtaine de spectros de masse construits. Donc, je ne savais pas qu'on est allé aussi proche de Pluton en termes de Khatab Fibel. Juste, on a des images qui sont très, très précises. Ma fiabilité de sonne carrément avec des spectros. La sonde la New Horizon, elle avait un mass analyzer, un spectromètre de masse, qui en fait a mesuré un peu la composition de la haute exosphère. Pluton n'a pas vraiment d'atmosphère, elle a une exosphère, c'est une atmosphère très 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 ténue, mais qui est perceptible par des instruments à 10 000, 20 000 km de distance. Et donc on a survolé la sonde, le Pluton, et la sonde New Horizon, elle a pu un peu la haute atmosphère de Pluton. On n'arrête pas le progrès. Mais je vais maintenant te poser, c'est un peu plus personnel maintenant parce que tu parles avec beaucoup de passion. Est-ce que tu as toujours voulu être planétologue? Mon métier n'est pas juste un métier.
mon métier est une passion d'enfance. Je suis l'un j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, rien que de pouvoir faire en fait un métier qui remonte la jeunesse de l'idée de ce métier-là remonte à mon enfance. J'étais un astronome amateur, peut-être 7 سنين où j'ai toujours été fasciné par l'astronomie, par l'ingénierie, donc un peu les deux. On m'avait dit quand j'étais gamin que soit tu deviens physicien ou que tu deviens ingénieur, tu ne peux pas faire les deux, ce sont deux métiers différents et réellement on peut faire les deux. Et donc, mais la fascination, en fin de compte, c'est une curiosité. C'est vraiment, ça revient à ça. Je pense que je suis une personne assez curieuse de nature. L'espace, c'est infiniment grand. Il y a 10 millions de questions qu'on peut se poser rien qu'en regardant les points lumineux dans le ciel. Et donc, c'est un terrain de jeu, en fin de compte, qui est infiniment immense. Moi j'ai mon bac à sable, il est très, très. Ok, c'est extraordinaire. Mais pour خليني نقول الإنسان العادي, j'allais dire pour le citoyen lambda, mais finalement, pour l'insan al-adi, être en Tunisie, aux États-Unis, en Europe, en Inde, ou n'importe où dans le monde, courir ou chercher derrière justement les étoiles, savoir la composition du sol ou de l'atmosphère d'une planète éloignée, connaître l'âge de la Lune, l'âge du Soleil, etc. Est-ce que tu penses que ça a une utilité? Est-ce que une utilité fondamentalement? Est-ce que ça sert à quelque chose? Ma réponse, je vais vous donner une réponse d'abord pragmatique. Là où ça n'avait pas de sens, les pays comme les États-Unis ou l'Europe n'auraient pas investi des milliards et des milliards et des milliards de dollars à faire ça. Donc, même si on ne comprend rien de la science, okay, le fait que des pays qui sont pionniers dans ce domaine-là continuent à investir des milliards de dollars à faire de la recherche spatiale, c'est que, bon, il y a une bonne raison. Donc, on peut rien que par. On n'a pas à chercher pourquoi. Ouais. Ils doivent avoir raison. Bon. Mais réellement, quand on me pose cette question très fréquemment, c'est vrai, la recherche spatiale, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas de l'hydrologie, ce n'est pas des sciences de la Terre, mais qui va toucher directement le contribuable, en fin de compte, qui paye pour ces recherches-là. La réponse, elle est très simple. La science est intégrale. La science, en faisant, en essayant de comprendre la dynamique des vents à haute altitude sur Mars, on est obligé de développer des outils mathématiques, on est obligé de développer des concepts physiques qui inévitablement vont trouver des applications ailleurs. Les sciences spatiales utilisent des concepts qui ont été développés en mathématiques, en physique ou en chimie, que ce soit de la biologie ou dans le domaine de la biologie ou de la physique nucléaire, ils sont plus qui nous touchent directement. De même, la science spatiale développe des outils qui eux-mêmes vont servir ou y servent à fait d'autres domaines qui sont plus, je dirais, terre à terre. Mm-hmm. Donc, la science est intégrale. On ne peut pas dire ça, c'est une bonne science et ça, c'est une science moins intéressante. On ne voit pas le résultat. Le haja qui est fascinant dans la science, c'est qu'on ne sait jamais. On ne sait absolument jamais qui fait le résultat de cette science-là va
changer d'autres domaines scientifiques ou d'autres domaines de la technologie. Un exemple très très simple, c'est un exemple, la peinture qu'on a sur les capots de voiture, qui est anti-corrosion, elle a été développée par la NASA dans les années 60 pour la fusée Saturn V. L'ingénieur qui a développé ça ne pensait pas à faire de la peinture pour capot de voiture. Il pensait à juste faire de la peinture qui résiste à la température, à la friction, à la corrosion pour une fusée, pour aller sur la Lune. Et donc, quand je fais de la recherche, voilà, je développe de la technologie, je sais que tôt ou tard, cette technologie-là va trouver des applications dans des choses que peut-être que j'aurai dans la cuisine dans 20 ans. Je ne le sais pas encore, personne ne le sait encore, mais je pense que c'est une raison suffisante pour embarquer في الشمال هذاك في la recherche. Alors, toujours dans le même esprit, hein. Une question là aussi, tu as fantaisie. Pas fantaisie, qui m'en connaît la science-fiction d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain. Est-ce qu'on ira un jour sur Mars et est-ce qu'on mettra des colonies sur Mars? Absolument. Le film avec March, comment il a fait des patates, comment il a ce n'est pas une question de si, c'est une question de quand. Voilà. On a aujourd'hui la technologie, on n'est pas la colonisation de Mars, colonisation dans le sens avoir des astronautes qui séjournent sur Mars pour de longues durées. Voilà, sur la Lune pour de longues durées, ce n'est pas une question de 30 ans, de 40 ans, c'est une question de 10 ans. Le programme Artemis, les premières colonies d'astronautes sur la surface de la Lune verront le jour d'ici 2025. Voilà, on parle de 3 ans, dans 3 ans. On commencera à avoir des colonies permanentes sur la surface de la Lune. Mars, même pas, je ne pense pas que ça va prendre plus de 10 ans, car la technologie, elle est la même. Okay. Si on peut développer des colonies sur la Lune, on peut développer des colonies sur Mars. Et Mars, elle est habitable dans le sens, les conditions climatiques et géophysiques ne sont pas très insoutenables. Faire une colonie sur la Lune est plus difficile que de faire une colonie sur Mars. Les conditions de la surface de la Lune sont beaucoup plus difficiles à gérer que les conditions climatiques de surface sur Mars. Donc, c'est vraiment pas de la science-fiction. C'est génial. C'est plus de la fiction. Écoute, Mahdi, tu ne cesses de véhiculer des messages we can do it, we will do it, we will do it. Et c'est pour ça que je vais te demander, pour conclure cette petite interview sympathique, quel est le message pour les jeunes Tunisiens, pour les jeunes de façon générale et pour les jeunes Tunisiens? Je dirais deux messages. Le premier message, c'est que la société tunisienne a des choses. La culture tunisienne, il y a des choses formidables. L'une des qui continue, qui en fait a fait de moi un très bon scientifique. C'est notre capacité à imaginer. C'est quoi حكاية العروي? C'est des paraboles, c'est de l'imagination, c'est de la fantaisie. C'est quoi de la science? C'est de la fantaisie en fin de compte. Tu regardes quelque chose que tu ne comprends pas, ou là tu essayes d'extrapoler ta pensée pour essayer de comprendre quelque chose, ou alors essayer d'inventer quelque chose. Donc, déjà, la culture interne, c'est une culture où il y a beaucoup d'imagination, il y a beaucoup de fantaisie. Par contre, c'est une culture où on ne pousse pas les jeunes à rêver. C'est une culture où on ne rêve pas vraiment.
on aime les histoires, on aime les paraboles, on aime mais احنا en tant que peuple, on a, je pense, je sais pas, mais في عمرينا, on a cessé de rêver. Il faut rêver. On ne peut rien faire si on ne rêve pas. Il n'y a aucun problème scientifique qui ما يتحل ولا مثلا حتى une invention qui se fait إذا كان on ne rêve pas. Il faut rêver. Donc déjà il faut qu'on rêve. Le second message c'est que il faut croire en soi. معناها انا كبرت dans une société où معناها كي كنت صغير معناها يقولوا لي اش تحب تولي كنت تحب نخدم في نزاع يقول تي لاعب كيفاش تيمو نزاع تيمو et ça m'a en fait je m'en rappelle, je suis adulte et je m'en rappelle, ça m'a marqué et je me rends compte aujourd'hui que cette attitude-là aurait pu m'être néfaste en fin de compte. On fait autre chose, on passe à autre chose. Et donc, il faut cesser de... Il faut croire en soi, il faut croire en ses enfants. ما نعرفش أنا تونسي خرج لبرا ولا قعدت حتى في تونس mais à qui on a donné des moyens il n'a pas pu exceller. On a une nature à exceller. لو كان on se donne les moyens, on nous donne les moyens. Donc il faut que le mujtama il commence à croire en ses propres capacités intrinsèques. On a un réservoir d'ingénierie. اللي احنا ما عادش pour une raison ou pour une autre ما نراوجش. Pour un peu simplifier la chose, je fais de la science avec les maths et de la physique que j'ai étudié en Tunisie. ما مشيتش قريت في امريكا باش علموني الماث الفيزيك تعلمت الماث الفيزيك quand je résous une équation du second ordre ou une intégrale, c'est l'intégrale que j'ai étudiée dans un lycée tunisien, dans une école d'ingénieurs tunisienne, etc. Donc ce n'est pas مناش ناقصين savoir ناقصين برشا que la société en tant que havna, en tant que un cocon, il faut encourager les gens à rêver et encourager les gens à essayer. وإذا كان 100 ما ينجحوش ثم زوز ثلاثة ينجحوا. Et des fois زوز ثلاثة دوكم c'est suffisant pour tirer les 98 اللي ما خلطوش الفوق. So the last message was dare to dream. Dare to dream. Dare to dream. Et avec ce message extraordinaire, Mehdi, je te remercie beaucoup, je t'embrasse beaucoup. Yaïch Kessidi, it was very interesting and also gave us a lot of motivation to do more and to, you know, je ne sais pas pourquoi j'ai shifté en anglais. Mehdi, Yaïch Kessidi, il a les bras, ou très très bonne journée. Pour tous les autres, je vous embrasse aussi et à la prochaine. À bientôt, Aïch.